L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 11e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur et interprète stéphanois d'origine, Fiskara. Avec un premier disque paru début 2020 intitulé Volume, Fiskara s'est présenté comme artiste polyvalent et généreux et n'a pas traîné pour sortir l'album Fiction la même année. En 2021, Fiction ressort en version acoustique et il semblerait que ce ne soit que le début pour Fiskara. Comme dit précédemment, Fiskara a sorti l'année dernière le très bel album Fiction dont est tiré un titre. Un titre avec lequel j'ai longuement bassiné notre artiste du jour en lui rappelant dès que l'occasion se présentait combien j'aimais ce titre. Ce titre, Mes aïeux, s'intitule Sous ma peau. T'es plus précise que le miroir, toi tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Je peux pas faire autrement. Tu vois sous ma peau. Mais qui vivra verra. J'ai l'œil dans la médaille. En plus d'être un artiste accompli dans son œuvre personnelle, il se trouve que Fiskara a contribué à la grande beauté de quelques textes du dernier album de l'impératrice, Takotsubo, que vous connaissez normalement déjà bien. Et dans la réédition de son album Fiction, vous pouvez trouver notamment le titre Petit Pan, que voici. Assis sur le petit banc des morts jeunes, je t'écoute sans les sous-titres. Un petit pan de mur jaune, je m'écroule devant les urgences. Suis-je mort à jamais? Si oui, tu m'auras jamais. Suis-je mort à jamais? Si oui, tu m'auras jamais. Et bah salut Fiskara. Salut, tu vas bien Raphaël? Bah ça va et toi? Bah ça va, je suis en pleine forme. Ah bah ouais, je vois bien ça. Écoute, j'en profite pour te demander quelle est ta daube du jour? Ma daube du jour, c'est très simple, ça tient en 2 mots. C'est Ti amo. C'est une chanson de Umberto Tozzi qui a été coécrite et produite par Giancarlo Bigazzi et est sortie en 1977. Il y en a qui travaillent mieux que d'autres sur ce podcast. Effectivement, on a tout noté. Écoute, je saurais pas te dire pourquoi, mais ça me rend heureuse que tu aies choisi cette chanson. Super. Parce que c'est une chanson que je connais, mais que j'aime bien, tu vois, mais qui est pas un immortel de mon côté. Mais je sais pas, pour moi, en fait, c'était... Dès que tu m'as dit que tu avais choisi ça, pour moi, c'était la daube évidente qui manquait un petit peu, quoi. Je me suis dit, il faudrait que quelqu'un en parle, et que tu aies choisi ça, ça me rend trop contente. Ok, très bien. Alors, je t'explique un peu pourquoi j'ai choisi cette chanson. Voilà, je vais te demander pourquoi. En fait, je suis de culture italienne, ma famille maternelle est italienne, et d'où le nom Fiskara, comme on connaît l'anecdote certainement. Et donc, moi, cette chanson, en fait, je l'ai pas connue en fait, au sein de ma famille, puisqu'on écoutait quand même plutôt des chansons un peu plus intéressantes, comme celle de Paolo Conte, par exemple, même s'il y avait beaucoup de musique des années 90-2000, avec Laura Pausini, avec Eros Ramazzotti, donc qui auraient pu être des daubes que j'aurais pu choisir aussi, mais qui sont quand même plus proches de nous, et donc peut-être mieux produites quand même. Là, Ti amo, c'est quand même l'essence un peu de la chanson de slow qu'on danse au collège, quoi, au bal de promo. Ouais. Et voilà, peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu tout à l'heure, mais c'est comme ça que je l'ai découverte en fait. Et bah ouais, surtout, j'allais dire, c'est exactement le genre de chanson sur laquelle on aurait pu danser des slows. Alors si on était invité à danser des slows, parce que c'est pas le cas de tout le monde, je parle de moi ici. Okay. Alors moi c'était pas mon cas non plus, mais j'ai tenté de prendre mon courage à deux mains au bal de promo du collège. Sur Ti amo ? Sur Ti amo. Putain, mais justement, voilà, pour nous, en fait, alors je sais que ça date, comme tu l'as dit, de 77, mais elle a marqué notre génération, parce que notre génération a été marquée par Astérix Mission Cléopâtre, dans laquelle cette chanson intervient. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est une scène mythique. Je crois que c'est Astérix qui a un coup de foudre absolu pour... Sur Gimme a Kiss. Ouais, voilà, exactement. Et ça tombe sur cette chanson, exactement. C'est assez extraordinaire. Astérix Mission Cléopâtre, ouais. Alors...
je crois que j'ai découvert la chanson avant de voir le film. Ok. Et en fait, bon, on peut parler un peu vite fait de la chanson, ce qui est hyper intense. Moi, je trouve, d'abord, fondamentalement, c'est que c'est une chanson qui expose son thème direct. Ça rentre comme ça avec la batterie, mélodie de ritournelle. Et en fait, j'étais perforé par cette chanson. Là, je romance un peu, mais je crois vraiment que ça s'est passé comme ça. J'étais en 3e, au collège, dans la région de Saint-Étienne, de là d'où je viens. Et j'étais assis, un peu comme tous les garçons, sur une chaise en dur. Il commençait à être 23h, on commençait à être fatigué. On a bu de l'Oasis, certainement, puisqu'il n'y avait pas d'alcool au bal du collège. Et j'entends Ti Amo dans les enceintes. Et là, je me dis, il faut absolument que j'invite cette fille qui me plaît depuis le début de l'entrée en 3e. Et donc, je me souviens plus d'ailleurs comment elle s'appelle. Mais big up à elle. Oriane, c'est bon, je m'en souviens. Big up Oriane. Big up Oriane. Et donc, j'y vais comme ça, et je lui propose de danser un slow. Je sais pas du tout comment danser un slow. D'ailleurs, je pense que je devais avoir les mains autour de ses épaules et elle les mains autour de mes hanches, ce qui est complètement l'inverse en fait du principe de la danse de slow. C'est progressiste. Exactement, merci beaucoup, je suis ravi de te l'entendre dire. Et voilà, et donc en fait on danse un slow sur Ti Amo, et c'est exceptionnel, donc c'est vraiment un très beau moment de ma jeunesse. Ce qui se passe quelques heures plus tard, ouais, elle m'a dit oui, ça, c'est quand même assez énorme. Mais quelques heures plus tard, elle est partie sans me faire de bisous, et je l'ai pris en fait comme une déception absolue, donc mon premier chagrin d'amour. Oh non. Voilà. Mais Ti Amo a participé du bon souvenir que j'ai quand même de ce bal de promo. Ouais. Ça représente déjà le oui, l'accord et la danse avec Oriane, bah, bien sûr. Absolument. Ah ouais, c'est beau, mais alors... Justement, donc, je pense que l'idée générale qu'on se fait de cette chanson, c'est que, bon, déjà, elle est en italien, il n'y a pas les Italiens, chez nous, c'est quand même très vite connoté archi-romantique, etc., quoi. Ouais. Et pour nous, Français, qui n'écoutons pas spécialement les paroles ou qui ne les comprenons pas, c'est la chanson de rêve absolu de l'amour fou, quoi. Mais c'est vrai que si on s'attarde un petit peu sur les paroles, il semble y avoir un petit problème. Bah, en fait, moi, si tu veux, au niveau des paroles, j'ai noté un peu quelques trucs. Déjà, le nom de l'album, je le trouve hyper intéressant. En nell'aria ti amo. Peut-être tu peux traduire. Dans l'air, je t'aime. C'est dans l'air, je t'aime. Ça pourrait être une phrase de Fabrice Lucchini, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup l'émission C'est dans l'air sur France 5. Mais du coup, le titre de l'album, je le trouve déjà trop drôle. C'est dans l'air, je t'aime. Il y a un truc comme ça, justement, de espèce d'effervescence italienne, tu vois. Ouais. C'est dans l'air, c'est comme ça. L'amour est partout. Bon, le titre de la chanson, évidemment, il parle de lui-même. Mais en fait, c'est surtout le début des paroles, moi, qui me fait marrer. Donc déjà, les premiers mots de la chanson, c'est Ti amo, un soldo, ti amo. Donc littéralement, je t'aime, une pièce de monnaie, enfin un sou, je t'aime. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que déjà, il y a cette référence à la monnaie, parce qu'on comprend en fait juste après qu'il va jouer à pile ou face, et qu'il y a ce truc de... en italien, c'est testa o croce, et c'est la tête ou la croix, parce qu'en fait, dans les lyres italiennes, c'était d'un côté un visage et de l'autre côté l'écusson avec la croix. Ok. Voilà, petit fun fact du jour. Très intéressant. Qui m'a été raconté par mon grand-père, Giuseppe, qu'on salue aussi. Big up à Giuseppe. Et voilà. Et en fait, à un moment donné, donc, il fait ça, ti amo, un soldo ti amo, et ensuite il dit se viene testa vuol dire che basta lasciamoci ti amo. Donc, littéralement, si c'est face, ça veut dire que ça suffit, on se quitte. Donc en gros, on comprend qu'il va laisser son amour au hasard et qu'il va jouer à pile ou face avec cette madame, puisqu'on comprend que c'est une madame dans la chanson. Voilà, il va laisser son amour au hasard. Je trouve ça quand même assez beau dans la première partie du son, sachant que ça vient juste après une intro qui est assez folle. Ah ouais. Puisque donc on a toute cette énergie de batterie et de ritournelle, comme je l'ai dit au début, et ensuite il y a une espèce de crossfade, une espèce de fondu qui arrive sur un piano électrique langoureux comme ça, avec un son très très bien mixé, parce que les anciens avaient vraiment un savoir au niveau du format et au niveau des... Enfin, on est dans les années 77. À côté, en Italie, si on regarde à côté ce qui se passe, c'est vraiment un truc de ouf. Il
Giorgio Moroder qui fait tous les méga hits de disco, d'Italo disco. Il y a Ennio Morricone qui fait de la musique de film exceptionnelle. Ouais. Et en fait, c'est un peu le trio qu'on a en France dans les années 70 ou 80 de Umberto Tozzi qui est le gros chanteur de variette, Ennio Morricone qui est un génie de la musique de film et Giorgio Moroder qui fait danser tout le monde, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Et je trouve que il y a ce truc intéressant de trio comme ça d'Italiens qui arrivent un peu partout en Europe, en fait, pas en France, parce que je crois que j'ai vu, selon source de Wikipédia, que Ti Amo est resté genre 7 mois numéro 1 en France, quoi. J'ai vu la même chose, ouais, exactement. Et d'ailleurs, un peu plus étrange, en Suède aussi, c'est resté numéro 1 super longtemps. Ouais. Et t'as le truc, c'est quand même le pays d'ABBA, tu vois, avec qui Giorgio Moroder a bossé. C'est le pays de l'Eurovision aussi, tu vois. C'est vrai. Et d'ailleurs, Umberto Tozzi a fait l'Eurovision genre un peu après, dans les années 80, en 84. Ah, génial, ouais, ça. Avec Gente di Mare, qui est une très belle chanson, mais qui n'a pas gagné malheureusement. 84, je sais pas qui a gagné, enfin je suis pas spécialiste de l'Eurovision. On annule. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que tu vois, la Suède qui est quand même la terre de la pop musique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu eux qui l'ont inventé avec ABBA, quoi. Ça a super bien marché, tiens. Ouais. Ok, c'est intéressant. Mais comme tu dis, c'est vrai que cette introduction, elle a ce pouvoir, vraiment, ça commence, et ça y est, tu te retrouves dans un bain avec des pétales de rose, quoi. Avec l'être aimé, quoi. Non, mais bien sûr. Mais c'est même pas métaphorique, hein, c'est dit direct, tu vois, le premier mot Ti Amo, quoi. Et puis même le clavier parle avant la parole. Donc ça, j'aime bien aussi, l'espèce de prosodie qu'il y a dans toutes les textures des instruments qui sont toutes rondes. Ça dégouline d'amour. Même dans toutes les chansons de Tozzi dans cette époque-là, c'est tout, c'est Gloria, c'est ça, c'est Donna Amante Mia, c'est genre vraiment que autour du même sujet qui est l'amour dégoulinant de chair absolue. Pas du tout Baudelaire, pas du tout français, non. C'est vraiment l'Italie totale, quoi. C'est du kitsch à l'état pur, un peu, quoi. Du kitsch à l'état pur, exactement. Mais alors moi j'avais l'impression quand même que c'était aussi un peu une chanson de reconquête d'un côté, parce que comme tu dis, il y a cette dualité. À un moment donné, il dit, je crois, ti odio, ti amo, donc je te déteste, je t'aime. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire. Et comme tu dis, il va la jouer à pile ou face, mais c'est qu'il y a eu une espèce de souci quand même à un moment donné dans cette relation. Bien sûr. Sinon, il n'écrirait pas des atrocités comme. on en parlera juste après, mais vas-y, finis. Non, mais c'est ça, c'est vrai que j'ai l'impression que donc son cœur balance, mais t'as pas l'impression que c'est forcément pour les bonnes raisons. Et alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as relevé comme atrocité ? Alors, quand je te dis des atrocités, au début, ça va. Donc, déjà, on va voir que c'est pas si simple niveau narratif. Genre, comme tu dis, on comprend qu'il y a un problème, mais. Bon, premier couplet, Ti amo in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore. Donc, je t'aime, au fond, un homme qui n'a pas froid au cœur. Après, il dit nel letto comando io. Oui. Dans le lit, c'est moi qui commande. Bon, ça peut faire débat. Ça peut beaucoup faire débat, même. Ma tremo davanti al tuo seno. Mais je tremble devant ton sein. Donc, dans le lit, c'est moi qui commande, mais je tremble devant ton sein. Bon. Franchement, là, il n'y a même pas de commentaire à faire. Enfin, on peut en faire, on peut débattre, mais déjà, je ne comprends pas le sens de cette phrase. Non. Ni en italien, ni en français, d'ailleurs. Et ensuite, c'est là qu'arrive Ti odio, ti amo. Donc là, on comprend qu'en fait, à un moment donné, il s'est passé un truc, et c'est d'origine, certainement, probablement, sexuelle. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est vrai que t'as un petit peu envie de dire, bon, ok, c'est toi qui commande au lit, enfin, si elle est consentante pour que tu aies ce rôle-là, déjà. Et oui, alors, j'ai peur devant ton sein. Alors moi, j'aurais dit peut-être... mais peut-être parce que j'essaie de sauver la chanson en la romantisant, donc une espèce d'émotion forte à la vue de cette femme nue qui tu vois, qui l'émerveillerait tellement qu'il peut-être lui ferait peur, quoi, pas l'angoisserait, mais l'impressionnerait beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que bon, j'avais buté aussi sur ces paroles-là. C'est assez étrange parce que du coup il y a ce truc tremo davanti al tuo seno, je tremble devant ton sein, qui est lié peut-être à une phrase qui a juste après, et una farfalla che muore sbattendo le ali, c'est comme un papillon qui meurt en battant des ailes. Je fais une traduction littérale un peu étrange, mais en gros il y a le côté éphémère de l'amour, le côté assez terrifiant de
de la passion, qui rejoint ce truc de pile ou face et tout. Donc moi finalement c'est pas les paroles qui m'ont le plus choqué, à part effectivement cette phrase à propos du lit qui est quand même très border. Étrange. Et on rappelle que le sens moral ici voudrait qu'on réagisse. Exactement. Voilà. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire parce que après, on comprend vaguement qu'il y a une scène de chambre, donc il y a un truc avec le vin, il parle tout le temps de vino leggero, ce truc, on imagine que c'est une chambre avec on boit du vin, on est un peu oubliaque, et donc voilà, mais c'est pas grandiose. Et après il y a une phase complètement surréaliste, je lis l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, c'est très beau, oggi ritorno da lei, primo maggio su coraggio, io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica. En gros, je traduis là ce qu'on vient de faire. Vas-y. L'amour que l'on fait dans un lit, prends-moi l'autre moitié, bon pourquoi pas. Ok. Aujourd'hui, je retourne vers elle, 1er mai, allez, courage. Alors, déjà, on parle de quoi là ? Le 1er mai, je le rappelle pour tous les auditeurs, c'est la fête du travail. Ouais. De partout, internationalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, je retourne vers elle 1er mai. Voilà, je sais pas ce que tu comprends, toi, de Primo maggio su coraggio. Moi, je t'aime et je te demande pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que j'ai pensé tout de suite, effectivement, à la fête du travail. D'ailleurs, c'est beau parce que ça nous concerne. Là, au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast, c'était il n'y a pas très longtemps, cette fête du travail. Oui, c'est vrai que nous sommes le 4 mai. Mais je me suis dit, est-ce qu'il veut pas plutôt dire c'est le jour du muguet, tu vois ? Ah, ok, peut-être le jour du muguet. Ouais. Parce que je ne vois pas de rapport avec la fête du travail. Par contre, bon, le muguet, les fleurs, le printemps. Ouais, ok, je vois l'idée. Ouais. Il parle pas de primavera à un moment donné, histoire de dire c'est le printemps. Mais j'avais entendu à un moment donné primavera quand j'étais gamin, j'avais l'impression qu'il disait ça. Finalement, il n'y a pas du tout le mot primavera. Il y a zéro printemps. Il n'y a pas de printemps. Pas de printemps pour Marnie. Et pas de printemps non plus pour Toddy. Mais donc, je continue. Là, il y a cette phrase complètement surréaliste. Ricordo chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero. Souviens-toi de qui je suis, ouvre la porte à ce guerrier de papier toilette. Oui, c'est bizarre ça. Moi, je le comprends comme ça. Et donne-moi ton vin léger. Je suis perplexe. Parce que c'est vrai. Qu'est-ce que fait ce guerrier de papier de PQ dans cette chanson ? Qui est-il ? Est-ce que toi, justement, qui est... Alors, mon interprétation, je vais vous la donner. Voilà, qui est Rital et qui le reste. Je vais vous la donner. C'est que pour moi, il parle d'un gosse. Il parle d'un enfant qui fait des jeux avec du papier toilette et dont on comprendrait en fait qu'il est le fils ou la fille de cette dame. Et que peut-être toute la problématique autour de... qui essaye en fait qui transpire là autour de cette chanson, ce serait en fait qu'il n'accepte pas l'enfant de cette dame. Et donc il y a eu une problématique autour de ça. Et ouais, voilà. c'est pas bête en tout cas. C'est pas bête, mais je pense que je vais très loin. Franchement, t'as le droit d'aller aussi loin que tu veux. J'essaie de faire la psychanalyse du texte et c'est chaud. Mais c'est intéressant parce que je me dis peut-être que la peur du sein pourrait être plus justifiée. La peur du sein maternel, tu vois, ce genre de choses. Peut-être, effectivement, qu'on pourrait... Ça me dégoûte un peu quand même, je dois dire. Ouais, là c'est un peu chaud parce qu'effectivement, je tremble devant ton sein, puis ensuite on a ce truc, ouvre la porte à un guerrier de papier toilette. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il est étrange quand même. Et parce qu'après, oui, voilà, c'est ça qui m'a fait me dire ça. Dammi il sonno di un bambino, donne-moi le sommeil d'un enfant. Et peut-être que mon cerveau a fait une sorte de comment dire, saut qualitatif, comme dirait Gilles. Voilà, en tout cas, on ne comprend rien à ce deuxième couplet. Et de toute manière, la force de cette chanson ne réside pas dans les paroles, elle réside plutôt dans le thème et dans l'interprétation que Umberto Tozzi, parce que c'est quand même un grand interprète. Oui. Et voilà. Je suis d'accord. Alors justement, si on faisait abstraction des paroles, donc je sais pas à quel moment effectivement t'as pris conscience de ce texte en tout cas, mais est-ce que déjà c'est une chanson que tu écoutes encore à l'heure actuelle ? Ça t'arrive de l'écouter ? Alors ça m'arrive complètement de l'écouter. En fait, pas forcément Ti amo, mais j'écoute du Umberto Tozzi, notamment Gloria, qu'on écoute de temps en temps avec Francis. Déjà pour s'inspirer des placements de l'époque, parce que c'était vraiment de la grande pop music au niveau des placements, au niveau des textures, même si c'est pas du tout moderne. Ça fonctionne quand même à l'heure actuelle, quoi. C'est des choses qui peuvent repasser en soirée, dans des mariages.
et puis ça peut, je veux dire, soulever un peu des foules quand même. Franchement, si tu me joues ça dans un stade, moi je suis complètement en train de brailler les paroles, ça, c'est sûr. Oui, toi t'es pris en slam comme au mariage de Team Dub. Comme au mariage de Team Dub, voilà. Un beau moment. Très belle private, un très beau moment. Mais voilà, j'écoute donc plutôt Gloria et plutôt Tout, qui est une très belle chanson aussi. Tout, elle est bien. Ouais. Et dont les paroles sont beaucoup moins problématiques que cette phase sur Ti Amo. Mais voilà, Ti Amo, de temps en temps, ça m'arrive de l'écouter. Ouais. Et je trouve déjà le format, ça me permet de parler un peu de l'ère actuelle de la musique. Les formats ont tellement changé, on fait des morceaux de 2030, 2045. Ça, c'est quand même une chanson qui dure 4 minutes 10. C'est immense, c'est immense. Et en fait, depuis cette introduction, donc, qui est ultra ouverte avec la ritournelle, avec la belle intro qui se met en place pendant au moins 8 mesures, lui qui chante, et tout le long de la chanson, ça va être une montée comme ça, exceptionnelle, vers en fait, les retrouvailles avec cette énergie, donc avec les chœurs à la fin qui chantent dans tous les sens, les belles harmonies. C'est un super thème, et je trouve que le format de 4 minutes 10 fonctionne hyper bien, et que ça pouvait être un single à l'époque. Je trouve ça super beau. Ça avait pu être un single. C'est super beau. Qui a si bien marché en plus, mais c'est vrai que t'as raison, c'est pas du tout la formule couplet-refrain, puis une espèce de mélange ou je ne sais quoi, c'est un truc qui progresse quoi, tout le long, jusqu'à l'explosion de ces mots là, Ti Amo, etc. C'est ça, mais surtout que j'ai vérifié, il n'y a pas eu de radio edit. En fait, le 45 tours a été diffusé comme ça à la radio. Et d'ailleurs, c'est une chanson qui a été reprise vraiment parfaitement. En accord avec le texte, puisque ça a été réécrit, mais en français, par exemple, par Dalida. Exactement. En 95, d'ailleurs, qui est l'année de ma naissance. Allez. Et comme quoi je suis lié à cette daube de manière très personnelle. Elle le savait. Et donc voilà, la radio, ça passait comme ça, sur 4 minutes 10, avec ses envolées et tout. Donc c'était très beau quand même. Ouais, c'est incroyable. C'est une sacrée époque. Ouais, carrément. Voilà. Et alors, cette chanson qui est quand même assez forte, effectivement, je me demandais si tu étais le genre de personne qui va écouter des chansons en fonction du contexte de ta vie. Est-ce que en tombant amoureux, en étant dans l'état où tu t'es dans l'état un petit peu de noces où tu es en train de tomber amoureux, ou alors tu es en train de te mettre avec une personne, etc., est-ce que tu vas écouter Ti Amo, ou est-ce que tu vas plutôt écouter Ti Amo en mode gros kiff, sorti d'un contexte, parce que justement tu t'y rattaches pas spécialement? Alors je suis plutôt la seconde version. Ouais. T'es pas premier degré avec Ti Amo? Non, je suis pas premier degré, mais je suis premier degré avec certaines choses. Par exemple, je te raconte ma soirée d'hier. Allez. Très rapide. J'étais avec certains copains. La prochaine fois, tu le seras, c'est sûr. Vu comme tu le prends. Il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, fin de soirée, on arrive, on boit un petit verre d'amaretto, parce que évidemment, on est premier degré avec ces choses-là. Bien sûr. Et on se met le dernier album des Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino, que je trouve exceptionnel. Je vois dans tes yeux que tu es fanatique. C'est le meilleur. C'est le meilleur, on est d'accord. C'est l'apogée, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc Star Treatment commence. La première. I just wanted to be one of the Strokes. Voilà, première prise de parole d'Alex Turner. I just wanted to be one of the Strokes. J'aurais bien aimé que Ti Amo soit aussi bien écrite que cette chanson. Et si c'était le cas, je pense que je l'écouterais vraiment en boucle. Mais voilà, tu bois un petit verre d'amaretto en fin de soirée, tu mets les Arctic Monkeys, ça faut rester quand même dans les basiques. Mais après, j'ai tendance à avoir une consommation de la musique qui est quand même très sortie de son contexte. Et je peux passer surtout je peux faire les montagnes russes, je peux écouter Cardi B et puis ensuite écouter Leonard Cohen. Ça, c'est un truc qui est assez classique dans mon Spotify. J'écoute vraiment des trucs complètement différents et je passe de l'un à l'autre. Et j'ai aussi, en fait, ce qui est assez étrange, c'est le premier podcast que j'enregistre avec toi, mais j'écoute aussi beaucoup de podcasts, notamment des podcasts de Radio France. Ok. J'aime beaucoup Les Pieds sur Terre, ou Les Chemins de la Philosophie, ou Pop & Co, avec Rebecca Manzoni. Donc finalement, c'est assez... Enfin, ce que j'écoute dans la journée, je pense que je dois passer peut-être au moins 10 heures à écouter du contenu sur 24, à écouter de la musique ou des podcasts, et j'écoute aussi beaucoup de paroles, quoi. Ok, d'accord. De blabla, comme dirait ma mère. Voilà, tu consommes absolument, quoi. Exactement.
D'accord, donc le premier degré de temps en temps, mais pas dans ce cas-là, quoi. Pas dans ce cas-là. Non, Ti Amo, ouais, par exemple, en la réécoutant là tout à l'heure, je me disais, waouh, c'est pas du tout le contexte, quoi. J'étais juste en train de fumer une clope et tout, genre chaud, quoi. Mais comme je te dis, le mythe fondateur de ma rencontre avec Ti Amo, c'était le bal du collège, le bal de promo. Qui était quand même un contexte qui était d'amour. le contexte absolu. Ouais. Et d'ailleurs, je remercie le DJ ou la DJ. Qui d'ailleurs devait être une playlist en fait sur une clé USB de l'époque de 1 giga avec 4 morceaux qui tournaient en boucle, mais voilà, c'était ça en fait, c'était le contexte absolu. Donc je suis très content d'avoir vécu ce moment. Maintenant j'essaye pas de le réitérer, non, effectivement. Non, mais tu l'as en toi, parce qu'on sait comment ça s'est fini si vous avez bien écouté le début du podcast. Mais tu lui as pas reparlé après? Je crois par SMS, et puis finalement on s'est rendu compte que ça n'avait pas fonctionné, c'était non. Donc je n'ai pas insisté, évidemment, c'est deuxième sens moral de... N'est-ce pas, Umberto? On va pas insister, Umberto. Exactement. Juste, je tiens à soulever que j'ai réentendu cette chanson il n'y a pas très longtemps dans La Casa de Papel. C'est au mariage de Berlin, il y a Ti Amo qui passe, et d'ailleurs je crois que c'est une version espagnole. Il me semble que je ne l'ai pas entendu en italien, ou alors je dis n'importe quoi. Mais je crois que c'est une reprise en espagnol de Ti Amo. Et est-ce que ça dit quand même Ti Amo, comme Dalida dit Ti Amo? Ti Amo, je crois. Ah ouais, ok. Ça dit Ti Amo. Ça dit Ti Amo, bah ouais. C'est plus facile pour eux de dire ça que nous de remplacer par Je t'aime, tu me diras, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on a une chanson qui s'appelle Je t'aime en France, mais qui est aussi une daube, qui est peut-être une chanson de Lara Fabian ou d'Hélène Ségara. C'est Lara Fabian. Ouais. C'est Lara Fabian qui s'époumonne. Qui s'époumonne, ouais, voilà. Ouais. Bon, c'est quand même pas... Enfin... au niveau de la texture et au niveau de la production, je suis d'accord. Pas aussi intense et intemporel que Ti Amo. Oui, c'est exactement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que comme on l'a dit, Lara Fabian s'époumonne en gueulant vraiment je t'aime, quoi, sur cette chanson. Bon, personnellement, que je n'apprécie pas, mais enfin bon, qui a été un tube terrible, quoi. Umberto Tozzi, lui, dans Ti Amo, il va s'enflammer un petit peu, mais il va pas gueuler, il va pas crier avec tous ses poumons, etc. Je trouve quand même que l'intensité de Ti Amo, c'est bien dans son message, en tout cas dans le message que tu veux entendre, et même dans la chanson en général, elle est plus forte, elle est plus percutante quand même. Bien sûr. Alors que, mais en fait, je pense que la force de cette chanson, c'est cette mélodie de ritournelle. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ça reste sur les 4 premières notes de la gamme, et ça ne bouge pas, et il a en fait cette espèce de culture italienne de en fait parler en mode tranquille, avec quand même sa voix rauque et tout de gros bonhomme des années 70, mais voilà, de toute manière, sur toute sa carrière, il a réitéré ce côté-là, grand thème, grande batterie, lancinant, et d'ailleurs toutes ces chansons, je le disais tout à l'heure, mais c'est pas toutes ces chansons de cet album, c'est toutes les chansons de ces 30 albums studio. Oh, bordel. Ne font que parler d'amour. Et il y a quand même des pépites dont je voulais vous parler dans son œuvre, en fait, si on peut appeler ça une œuvre. Mais bien sûr. Je suis pas snob, mais quand même, il fait que parler de la même chose à un moment donné, c'est chiant. Il est obsédé. Il est obsédé. On a un truc en commun quand même avec Umberto Tozzi, c'est on n'est pas nés la même année, c'est sûr et certain, mais il est fan de Paul McCartney, et d'ailleurs il le dit dans toutes ses interviews et tout, j'ai regardé un peu, et son rêve en fait ce serait de faire un duo avec Paul McCartney. Malheureusement, je pense que soit il a jamais eu le courage de lui demander, soit Paul a toujours refusé, bien que ça soit assez étrange, parce que Paul McCartney fait quand même pas mal de collabs avec plein d'artistes, et notamment de cet Kabila, parce qu'Umberto Tozzi c'était quand même la fête du slip, quoi. Complètement. Et voilà, donc moi aussi je suis assez fan de Paul McCartney. Mais ça aurait été ton rêve de voir ça. Franchement, ouais. Et d'ailleurs, faire un trio avec Paul McCartney et Umberto Tozzi, je pense que ça serait assez grandiose. Là, tu peux mourir après. Là, je peux mourir, ouais. Voir Tozzi et mourir, je pense que c'est ça la phrase du truc. Voilà. Donc ça, c'était un peu les trucs que j'avais notés à propos des paroles. Ok. Et de la musique, quoi. Pour ta famille, italienne, t'es italien. Ouais, en fait, de famille maternelle. De famille maternelle, ok. Ouais. Mais t'as l'air d'être assez rattaché à cette culture-là, en tout cas, parce que, voilà, contrairement à moi, qui suis aussi d'origine italienne, mais pour le coup, j'ai très peu de connexion avec cette partie-là. Okay. Mais est-ce que... Alors, tu n'as pas découvert cette chanson-là dans le contexte de ta famille. Non, comme je disais tout à l'heure. Voilà, mais est-ce que ta famille, du côté italien, aime quand même Umberto Tozzi, et notamment Ti Amo? Est-ce que tu sais s'ils aiment ça, s'ils consomment ça? Ouais, alors, par exemple, la génération de ma mère, donc la génération juste du dessus, de mes oncles et de ma mère, oui, absolument. Ils consomment Umberto Tozzi, pas en boucle évidemment, parce que c'était aussi une génération qui a connu justement la musique anglaise, le rock anglais,
Et même les chansons américaines, tu vois, t'as quand même des fans de Bruce Springsteen, t'as quand même des gens qui écoutent du rock, mais Tozzi, ça revient quand même, tu vois. Je pense que si je passe on va dire les 4 plus connus, que ce soit Gloria, que ce soit Tout ou que ce soit Ti Amo, ça va chanter évidemment, ça connaît les paroles, c'est sûr, et je pense qu'ils avaient les 45 tours. Beaucoup plus ça que justement des chanteurs français de cette époque-là, typiquement Dalida dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'était moins dans la discothèque familiale, quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais Tozzi devait y être, ça c'est sûr et certain. Et puisque tu as plus enfin tu connais mieux, je pense en tout cas, est-ce que tu crois que si j'avais fait ce podcast en Italie, Umberto Tozzi cette chanson-là aurait été admise comme étant une daube? Parce que c'est vrai qu'en France on aurait tendance à dire qu'elle est trop onirique, tu vois, elle est trop en fait. Du coup c'est pour ça que effectivement je la valide en tant que daube, parce que elle est difficile à prendre au premier degré, quoi. Est-ce que tu crois qu'en Italie ce serait pareil? Eh ben, pour te figurer un peu la culture italienne telle que c'est, les actuels chanteurs italiens de pop, en tout cas de pop indé, genre Calcutta ou Nada, qui est une super artiste, ou les rappeurs par exemple Gali, Sfera Ebbasta, etc., se revendiquent plus de Celentano par exemple, qui arrive un peu après quand même. Enfin, en fait, il arrive au même moment, mais il perce plus tard. Même si Celentano c'est quand même 69, donc c'est quand même bien avant que Tozzi sorte, mais il est connu en France après, donc ils sont plus du côté de Celentano. Paolo Conte, qui est un super auteur aussi, qui a écrit Il cielo in una stanza, qui est une trop belle chanson. Donc il se revendique plus de ces personnalités là de la fin des 60s plutôt que de Tozzi, parce que là tu sens qu'à partir de Tozzi on commence à dériver vers les Zucchero, Eros Ramazzotti, etc. Donc oui, je pense que cette chanson est considérée comme une daube en Italie aussi, en vrai, pour de vrai. Et puis parce qu'on l'a trop entendue, en fait, finalement une daube c'est bien ça, c'est bien une chanson qu'on a trop entendue, enfin, à part si t'es Daft Punk, et encore, tu vois, je pense qu'il y a certaines chansons de Daft Punk qui bientôt deviendront des daubes. Tant mieux, on fera des podcasts là-dessus. Bien sûr, oui, en fait c'est quand ça devient mainstream. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Et franchement tu l'as dit et je le garde, donc trop tard. Non mais c'est ça en fait, oui, c'est la notion un peu du mainstream, mais voilà, et simplement aussi je voulais rajouter que c'est vrai que ça m'intéresse parce que tu disais que cette chanson tu y tenais, mais pas tant pour sa portée en tout cas littérale dans le texte, quoi. C'est intéressant parce que tu es un des artistes que je reçois qui accorde une grande importance à ces textes. Pour toi ça tient une grosse place. Alors je dis pas que c'est pas important pour les autres artistes, mais je t'ai entendu dire plusieurs fois que c'était peut-être même ce qui comptait le plus en fait pour toi. Ouais, en fait l'écriture c'est un des fondements de mon travail de chansonnier, parce qu'on dit comme ça en français, mais je préfère le mot songwriting qui est cher à Leonard Cohen et à Turner et compagnie, puisque ce sont des songwriters, et Johnny Mitchell et Joan Baez pour équilibrer la parité. Merci. Et donc de fait le songwriting c'est fondamental, en fait c'est un texte plus une suite d'accords, c'est juste ça une chanson. Et après les arrangements, peu importe, tu vois, tu peux faire des arrangements à la Tozzi, mais tu peux faire des arrangements à la Laylo ou j'en sais rien, quoi. Donc en fait une chanson c'est une chanson, et le texte c'est important, et je pense en fait, par exemple pour parler de Ti Amo, que c'est une véritable chanson écrite au piano à l'origine, puisqu'on parlait d'ailleurs, on va lui rendre hommage, on va dire son nom avec l'accent, Giancarlo Bigazzi, Giancarlo de Goat, puisque c'est lui qui a, je crois, arrangé Gloria, Tout, Ti Amo, Donna Amante Mia, et en fait qui est un super arrangeur, d'ailleurs, qui n'a rien fait après. En fait il a arrangé juste les premières œuvres de Tozzi, après il a rien fait. Mais pourquoi, à mon avis? Parce que une fois que tu deviens riche dans les années 80, c'est bon, tu peux t'acheter 50 villas et tu peux arrêter, quoi. Donc j'ai vérifié, il est encore vivant, Giancarlo. Il a genre 69 ans, ce qui est pas beaucoup, comme en fait. Umberto Tozzi. Exactement. Et en fait tout ça pour dire que Umberto Tozzi avait 26 ans, je crois, quand il a sorti. Il était très jeune. T'as quand même un truc de... Il avait ton âge. C'est ça, il avait mon âge. Il a une voix d'ultra roublard, tu vois, genre ultra profonde et tout. Et j'aimerais bien que mon album qui sort l'année prochaine fonctionne aussi bien que ce disque-là, quoi. Ah bah, je te le souhaite en tout cas. Ça, comment on a dit? Nell'aria, 3 petits points, Ti Amo.
C'est dans l'air. C'est énorme. dans l'air. Il faut que j'envoie ce podcast à Lucini. Ah bah oui, carrément. Ah bah carrément. Bah Fabrice, big up. Fabrice, big up à toi. Bah écoute, je crois qu'on peut remercier Umberto Tozzi et Oriane. Bien sûr, et Francis évidemment qui nous écoute derrière. Bonjour Francis. Et bah merci beaucoup à toi Fiskara. Merci beaucoup. Raphaël. Au revoir. À bientôt.